Voilà, on se retrouve donc dans la suite de cette petite série de relectures de violence. Mon premier essai paru donc en 2020. Réétude, réanalyse, on s'amuse un petit peu à redécouvrir ce qu'on avait écrit à l'époque. Et là, je vous propose donc de passer après le chapitre sur les dissonances cognitives à l'anthropocentrisme. Et là, c'est le gros morceau. Donc, j'essaie d'avancer assez vite parce qu'il y a quand même pas mal de pages. Et c'est surtout subdivisé en plein de sous-parties. Je vais pas aller dans le détail parce que là, alors là, c'est là où on rentre vraiment dans une partie où je vais énormément citer d'études. Parce que je m'appuie, c'est là où à la limite le vrai travail journalistique a lieu finalement. Et tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, les dissonances cognitives, l'hypersensibilité, sont un prisme, une façon de rentrer dans ce sujet-là que j'avais à l'époque et que je voulais dépeindre. Donc là, effectivement, on rentre vraiment dans le nerf de la guerre. Donc anthropocentrisme. Anthropocentrisme, c'est les pieds dans le plat avec le sujet d'attention et parfois même de crispation dans la société qui anime de plus en plus l'opinion publique à juste titre. Considérer l'être humain comme une espèce supérieure aux autres et définir les animaux et autres ressources naturelles comme étant à son service. Voilà, donc c'est ça ma définition en tout cas de l'anthropocentrisme, ce que j'en comprends. Les animaux sont une ressource au service de l'humain. Voilà. À partir de là, forcément, il y a des gens d'accord, des gens pas d'accord, on a compris ou pas, on est dans une dissonance, on est dans le déni sur des trucs, on accepte ou pas, c'est ok, c'est pas ok. Là, après, toutes les visions s'enchaînent et de là, forcément, toutes les analyses peuvent s'enchaîner. Moi, c'était la mienne à ce stade, c'est ok, l'anthropocentrisme, c'est comme ça que ça fonctionne dans la société. Qu'est-ce que j'en pense, qu'est-ce que j'en dis, et je vais illustrer un petit peu tout ça. Donc de cette conception spéciste et utilitariste d'un monde centré sur l'homme découle une violence sans précédent infligée aux animaux. Ça, je pense que c'est vrai. Même encore aujourd'hui, quand je relis ça, c'est sans précédent à cette échelle-là. L'homme a toujours fait souffrir l'animal pour se nourrir, ce qui est totalement logique. T'es obligé de tuer à un moment donné si tu veux manger. Hein. Jusque-là, ok, on peut dire c'est violent, c'est insupportable, ouais, mais c'est comme ça que ça marche. Sinon, voilà. Et historiquement, et la préhistoire, et notre histoire fait que. Maintenant, aujourd'hui, on est dans une société où l'industrialisation du truc, la massification du phénomène, génère quand même une souffrance sans équivalent, effectivement, à l'échelle de l'histoire. Je n'évoque pas ici un effet marginal sur l'environnement, mais bien un véritable massacre organisé de la biosphère. Les humains présentent en biomasse 0,01% des créatures vivantes sur Terre, contre 82% pour les plantes, 13% pour les bactéries, 5% pour le reste. C'est vrai qu'on représente que 0,01%, les amis. C'est intéressant à avoir en tête ça. Et sont responsables de 83% des pertes mammifères sauvages et 50% des plantes sauvages depuis le début de la civilisation. Donc là, je vous ramène à des notes que j'avais citées à la fin qui permettent de préciser ça. Je ne sors pas ces chiffres de mon chapeau, il y avait des études derrière. Encore une fois, les études, on peut les contester, on peut se dire oui, elle est biaisée, machin truc, mais au moins on a l'étude. Donc c'est une base de discussion. C'est pas juste Alex dit que 83%. Voilà. L'animal est un être sensible, je suis toujours assez d'accord, tout comme l'humain, mais l'humain est un animal pour moi. Avant de faire un tour d'horizon des effets néfastes, j'aimerais m'attarder sur un point qui justifie à lui seul que l'on place au cœur de nos préoccupations, la question du bien-être animal. Il est désormais prouvé par la science que nos amis les bêtes sont des êtres sentients. Donc ça, effectivement, les animaux ressentent, c'est pas juste des choses. L'éthologie cognitive nous indique qu'ils ressentent des émotions au même titre que les humains. Et la panoplie est vaste, plaisir, joie, tristesse, peur, douleur, plus ou moins différents en fonction bien sûr de l'espèce, etc. Mais ça, c'est vraiment, c'est fascinant d'ailleurs ça, hein, quand j'ai découvert ces choses-là. Je vous invite vraiment à lire sur ces questions. C'est vraiment juste pour la culture. Sans aller chercher une raison d'eux ou quelque chose, juste comprenez que l'animal qui n'est pas humain ressent. Et ce que ça implique pour eux de ressentir dans l'optimisation aussi de leur survie. Tout comme nous, on a nos mécanismes d'optimisation. Moi, je trouve ça extraordinaire. Enfin, je trouve ça génial de comprendre ça. Donc l'envie de vivre, effectivement. Le fait de... L'humain veut survivre tout le temps. Nous, c'est notre moteur. Bah, eux, c'est pareil. Et quelque part, quand on en vient à la biologie et à la génétique, on a des traits communs, ils ne sont pas sortis d'un chapeau, c'est une lignée, et je dis une, bien sûr, il y en a des multiples, nous en sommes une, et tout ça, on est mu par toujours cette obsolescence qui est écrite dans nos gènes, qui fait qu'on a besoin de transmettre, de survivre en permanence, de se réactiver, voilà. C'est pareil, ils n'ont pas moins cette envie-là, ils l'expriment d'une façon qui ne se voit pas de la même façon, parce que forcément, ils n'en sont pas au même stade de l'évolution que nous. Et je suis pas en train de dire en disant ça qu'eux, ils sont plus ou moins évolués. Ils évoluent différemment parce qu'ils sont par définition pas comme nous. Voilà. Et bon, vous avez compris, on a un socle commun. Les capacités mentales des animaux ont été mises à jour par de nombreuses études et ne sont aujourd'hui plus contestables. Pour certains grands singes, le test de Gallup, bon ça c'est le nom d'un test, je sais pas si je le prononce bien, Gallup, révèle une forme d'intériorité, une conscience de soi. La scientifique britannique Braithwaite, spécialiste du comportement animal, a prouvé que les poissons se souviennent de l'hameçon qui les a blessés.
peuvent se reconnaître dans un miroir ou encore tomber en dépression. Partant du constat scientifique que les animaux sont doués de sensibilité, je vous propose maintenant d'énumérer les situations bien définies où l'homme les exploite consciemment, avec une violence inouïe. Ouais, parce que j'étais choqué à ce moment-là encore, et c'est vrai qu'on va le voir, ce que je décris, ça peut choquer. Un massacre pour notre alimentation. Chaque année, l'être humain élève et tue pour son alimentation plus de 86 milliards d'animaux terrestres. Je vous passe les stats en détail, on va pas s'attarder là-dessus. Alors attendez, hop, je déroule. Voilà. Sur la même période, il pêche plus de 1000 milliards de poissons, effectivement, par an. Jean-Marc Gansil, que j'ai lu à l'époque, fervent défenseur et militant pour la cause animale. Alors lui, c'est un militant. Il dit pas que des choses négatives. Après, là, on est dans le militantisme. Donc forcément, c'est un prisme que j'adoptais un peu à l'époque, même si je me suis jamais déclaré militant. J'étais assez aligné avec certaines observations et actions qu'on pouvait mettre en place derrière par rapport à ça. Aujourd'hui, là, je vous le cite, j'en citerai d'autres. C'est pas des gens que je connais directement, donc je me permettrai pas bien sûr d'en dire plus sur leurs travaux, leur façon d'appréhender ces questions-là. Mais je peux pas aujourd'hui m'en référer. Je peux pas me dire, voilà, je vous cite Jean-Marc Gansil, c'est pas un maître pour moi, c'est pas quelqu'un que je connais, que j'admire spécialement. Tout comme je ne le déteste pas non plus, mais je ne le connais pas, donc je me permettrai pas d'en parler plus. Par contre, je vous rapporte certaines choses, et là, c'est un exemple. Donc lui, il se définit comme ça, hein, vraiment comme militant de la cause animale, ne mâche pas ses mots, regarde l'ampleur du massacre, et qualifie cette prédation humaine de carnage. Et c'est un livre que j'ai dans ma bibliothèque, qu'il avait écrit, qui s'intitule Carnage, où là, pour le coup, tout ça, c'est dépeint avec une grande précision. Comment qualifier autrement cette destruction de masse planifiée, consciente et volontaire ? Victime collatérale de l'agriculture. L'agriculture dite conventionnelle utilise massivement des pesticides, herbicides pour les mauvaises herbes, fongicides pour les champignons, insecticides pour les insectes. En gros, on tue au-delà de autour de ce qu'on veut protéger pour... c'est le principe de tout ça. Hein, vous voulez faire grossir une plante, élever quelque chose, une ressource, vous tuez tout ce qui peut parasiter l'évolution de cette ressource. Or, en réalité, en faisant ça, vous ignorez que la ressource, elle est dans un écosystème dont elle a besoin pour... Voilà, ça c'est encore une autre question. Mais on est dans cette société de l'efficace, voilà. Et des engrais chimiques pour améliorer les rendements et du rendement. L'objectif est simple, tuer les organismes vivants ou animaux qui détériorent les cultures. En Europe, la France est le plus gros consommateur de pesticides, avec plus de 85 000 tonnes utilisées en 2018, devant l'Espagne et l'Italie. Oui, donc je cite 2018, ce qui était le moment où j'ai écrit ces quelques mots, 2 ans avant la parution. La Chine, championne toute catégorie, le premier consommateur du monde, avec, tenez-vous bien, l'emploi de 1,77 million de tonnes de pesticides par an. Ensuite, bien sûr, États-Unis, Brésil, qui complètent le podium. Tous ces chiffres, vous voyez, j'ai mis une petite note. Je me réfère vraiment à des sources qui sont vérifiables. Aujourd'hui, bien sûr, ils sont moins valables. Alors, on est quand même 7 ans après. Les choses ont probablement évolué. Je ne saurais pas vous dire en mieux, en pire. J'ai du mal à penser que c'est mieux, malheureusement, mais c'est peut-être un biais. Mais déjà à l'époque, ça donne des ordres de grandeur, quoi. Certains pesticides appelés néonicotinoïdes sont particulièrement agressifs et nocifs pour la faune sauvage, notamment les abeilles qui subissent une véritable hécatombe année après année. Donc les abeilles, effectivement, qui en souffrent, entre autres, mais faut se dire, on focalise dessus, mais en fait, tout être vivant au contact, de toute façon, j'allais dire de cides, hein, fongicides, herbicides, automatiquement, voilà, d'un point de vue hormonal, d'un point de vue biologique, il se passe des choses dont on ignore les conséquences, ou alors on va dire, on va être sous certains seuils, mais les seuils, on les décrète comment ? Ça tombe pas du ciel, c'est pas la nature qui décrète des seuils. Tout ça, bien sûr, il y a de la porosité, le vivant est interconnecté. Tout ce qui circule, et ça circule en vous, ça circule partout. Voilà, donc après, j'en reviens à ce que je disais sur la précédente vidéo. Mon point d'entrée, ça avait été quand même la santé sur ces questions-là, avant le bien-être animal. Après, j'en suis venu à la condition de l'animal. Mais sur la partie santé, juste déjà même sans penser à l'animal, pensons santé, et là on se dit, qu'est-ce qui circule en moi, quoi ? Parce que ça m'intéresse de savoir, en fait. Donc les populations d'insectes qui ont chuté de près de 80% depuis 1990 en Europe, près de 30% des colonies d'abeilles qui disparaissent chaque année. Donc voilà. Après, je ne sais pas aujourd'hui, parce que voilà, c'était à l'époque. Encore une fois, je cite des sources. Est-ce que ça s'est équilibré, atténué ? Je sais que ça s'est pas amélioré en soi, mais peut-être qu'on n'est plus à un rythme de 30% par an.
Ça, il faudrait quand même le vérifier aujourd'hui, si je voulais en tout cas réactualiser ces données. La situation est tellement critique dans certaines régions de Chine, comme dans le Sichuan, que des hommes abeilles, alors ça j'avais vu ça, c'est extraordinaire, se mettent déjà à réaliser une pollinisation manuelle des vergers en substitution aux insectes disparus. Même si l'on suit une approche utilitariste et anthropocentrée, les abeilles ne sont pas une option, leur rôle de pollinisateur est essentiel pour la production de graines et de fruits. On parle de services écosystémiques rendus par la biodiversité, donc le fait effectivement que ces espèces pollinisent, ça crée en fait des relations mutualistes interespèces parce que la pollinisation est utile et en même temps elles en tirent justement un moyen de subsistance et donc c'est ce qu'on appelle justement un service écosystémique, ça, au sens de l'extérieur y gagne, mais il y a le côté mutualisme, chaque espèce y tire un profit et donc cette collaboration tout simplement est mise à mal et en tout cas voilà, par les pratiques anthropocentrées. Pour résumer. Donc l'interdiction des néonicotinoïdes, mais depuis il y a eu des choses qui se sont passées, je ne peux plus vous faire le sujet, mais il y a eu un gros sujet, je crois il y a eu une tolérance, après c'est revenu, après ça repart, bref c'est un sujet qui n'est jamais totalement réglé ça. Et surtout quand on parle de néonicotinoïdes, on parle d'une... alors je ne suis pas expert les amis, donc je vous dis ça avec des pincettes, mais on parle d'un ensemble particulier d'éléments chimiques. Mais ça ne couvre pas la totalité de ce qui peut potentiellement être nocif pour la santé par effet de bord en fait. Et donc, moi je me méfie quand j'entends des termes comme ça, quand ça devient un sujet de société, etc. Bon, c'est important, ça veut pas dire que c'est pas un sujet. Ça veut dire attention parce qu'on parle de ça, on parle pas de tout le truc autour qui peut-être représente aussi d'autres choses. Donc attention aux termes, attention à ce que ça représente vraiment. Bon après je sais qu'il y a eu beaucoup de sujets là-dessus. Donc il y a eu des projets de loi, j'en parle, là je vous passe dans le détail. Parce que j'en parle vraiment, là je cite les lois, à quel endroit ça a été validé, etc. L'utilisation des néonicotinoïdes redevient autorisée, si c'était déjà le cas effectivement, pour la filière de la betterave sucrière qui est en souffrance effectivement, et du coup il y a eu une loi qui a été revalidée en octobre 2020, donc ça devait être pas loin de ma date de publication, c'était à peine un mois avant, donc j'avais dû mettre à jour avec cette donnée-là. Pour lutter contre la jaunisse transmise principalement par les pucerons verts du pêcher, nuisant au rendement des récoltes. Donc ils ont... Alors, en fait c'est ça, vous interdisez de principe, et après derrière, forcément, ça cause des problèmes filière par filière, on se dit ouais bon ok, là vas-y on réautorise parce qu'on n'a pas d'autre solution, ou là on fait ci, on fait ça, et au final, vous vous rendez compte que le truc est plus vraiment interdit quoi. Après se pose la question de l'interdiction, de la norme, des usages. J'en suis pas là et c'est pas mon propos, mais c'est un sujet intéressant. N'étant pas un expert de la question, au moins j'étais clair dès l'écriture. Je me suis tout de même renseigné pour savoir s'il n'existait pas d'alternative aux pesticides. J'ai ainsi découvert que des actions préventives permettaient de renforcer la résistance des plantes. Alors, est-ce que c'est équivalent? En effet, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est des pratiques. Par exemple, ne pas user d'engrais trop azotés, ce qui attire les pucerons. Travailler et fertiliser les sols pour que les plantes soient en bonne santé. Des mesures qui, couplées à l'introduction de prédateurs naturels comme les coccinelles, cirfes, guêpes parasitoïdes, permettent de limiter les dégradations des cultures. Ces options de bon sens en faveur d'une agriculture respectueuse de l'environnement ont-elles au moins pesé dans le débat? On connaît la réponse, on voit sur ces questions-là, et ceux qui sont dans ces sujets tous les jours le savent, le poids des lobbies est extraordinaire. Et donc bien sûr que non, parce que vous avez d'un côté des lobbies et de l'autre rien quoi. Vous avez des militants éventuellement, mais pas autant d'argent, autant de business, et donc l'agro-business l'emporte assez souvent. Sans surprise, risque de perte de souveraineté agroalimentaire contre risque sanitaire anéantissant encore davantage les populations d'abeilles indispensables à notre survie. Le débat a donc été tranché en faveur de la production à court terme de l'industrie, en s'intéressant aux conséquences plutôt qu'aux causes du problème, ce qui est souvent le cas toujours. Comme on qualifiait cette décision autrement que par un retour en arrière assumé, le choix d'une violence supplémentaire infligée aux vivants. Donc là effectivement je critiquais ce côté, on revient en arrière. Après, je dis ça, j'ai conscience quand même, n'étant pas un expert du sujet, c'est ça où il y a un petit paradoxe. Comme je vous dis que je ne suis pas expert, on est quand même sur une critique assez forte du phénomène. Et en même temps, si je me positionne d'un point de vue de l'agriculteur ou de la personne qui est dans une filiale qui n'a pas d'alternative, et on lui dit du jour au lendemain par une norme qui tombe d'en haut, ok, ça maintenant, tu n'as plus le droit, c'est interdit, vous êtes pris au dépourvu, vous savez pas quoi faire. Si j'étais dans cette situation-là, ce que je ne me projetais pas là-dedans à l'époque, j'aurais peut-être mesuré mon propos. Je serais peut-être plus dans un mode de mettre l'accent sur la recherche sur ces questions-là pour au moins paralléliser, contrebalancer le remplacement d'une situation par une autre, parce qu'interdire de principe en mode, c'est la fameuse écologie punitive dont on parle. Maintenant, tout ça c'est interdit parce que souffrance, mal et tout, ok, pas de souci. Du coup, moi, je fais comment? Et là, quand t'as pas de réponse en face,
c'est compliqué d'en vouloir à des gens qui s'accrochent quand même à l'usage de ces produits-là parce que ils ont été. Alors, faut revenir dans l'histoire du truc après, hein, mais quand tu es conditionné par ça, quand tu as monté ton entreprise là-dessus et que sur le fond, tu voulais pas faire mal, c'est-à-dire que t'as pas une notion de nuire à l'environnement, tu as une notion juste de t'auto-suffire, d'être dans tes frais, d'être rentable en fait tout simplement, mais t'as pas envie de massifier la souffrance d'une certaine façon ou de créer un problème écologique, voire même tu es soucieux de pratiques circulaires dans ce cadre-là, et du jour au lendemain on va t'interdire un truc qui va te tuer, quoi, qui va te mettre à plat toute ton entreprise. J'ai du mal à aller voir ces gens-là, comme peut-être le feraient certains militants, jusqu'au boutiste, en mode interdiction pour interdiction, respecte ta norme, respecte ton truc. Même si tu dois te suicider, etc. Non, je suis désolé, à un moment donné, si t'as pas une solution en face, bon, vous avez compris, je mettrais cette nuance aujourd'hui que je mettais peut-être pas à l'époque. J'allais pas si loin, mais je sais pas si j'avais continué dans cette voie, je serais pas devenu vraiment jusqu'au boutiste dans la souffrance et l'émotion. Oui, effectivement, les normes, c'est bien, interdisons tout, quoi. Vous voyez, ce fameux truc. Alors pour moi, c'est pas par l'interdiction qu'on peut améliorer ces choses. C'est plus par faire plus d'intelligence dans les process, faire plus de circularité, je sais pas si c'est le bon terme, mais vous voyez, je supprime d'un côté, je mets des choses, mais en même temps, je réintroduis de l'autre des trucs qui sont vertueux, qui équilibrent la dépense, le gain de... Enfin, vous voyez, quelque chose de beaucoup plus intelligent, en fait, où effectivement, il faut mettre un peu de jus de cerveau, il ne faut pas juste utiliser un produit ou pas l'utiliser. C'est plus nuancé que ça, c'est plus technique, c'est plus complexe, mais c'est beaucoup plus jouissif de se dire que on y met de l'intelligence, parce qu'on y met une intelligence humaine aussi dans tout ça, c'est extraordinaire. Zootechnie, donc. La zootechnie, pourquoi j'en parlais cherche à tirer un maximum de profit de la production de lait. Ah oui, il y a ça aussi. Viande, œufs et matériaux d'origine animale. Donc pour améliorer la production, il y a toute une discipline, donc la zootechnie, tout un pan comme ça de la recherche. C'est comment on fait pour améliorer la production. Et là, c'est là le problème, j'en parle. La considération des conditions d'existence et de la sensibilité des animaux ne fait pas partie de l'équation de cette recherche qui associe entre autres génétique, physiologie, éthologie et épidémiologie. L'objectif est simple, optimiser les techniques d'élevage, la sélection et la production pour maximiser la production à destination, et la reproduction, pardon, pour maximiser la production à destination des humains. Donc là, on sélectionne, on optimise, etc. Une discipline scientifique établie sur une conception purement utilitariste du vivant. Donc là, c'est clair que l'animal, dans ce cadre-là, c'est difficile de le voir autrement que par un objet qu'on peut optimiser, multiplier plus, dont on peut optimiser les contours, les rouages, la façon de produire, etc. Et donc automatiquement, j'allais dire, ça déshumanise, ça déanimalifie l'animal, quoi, d'une certaine façon, et ça le rend vraiment une vision utilitariste, quoi. Donc produire le plus de viande possible avec le moins de ressources, donc forcément on va tirer sur la corde. Par exemple, quel est le meilleur moment pour tuer quand la charge pondérale est à son maximum, par exemple. Si on veut du lait, on élimine les mâles qui n'ont aucun intérêt dans la formation du produit. Approche similaire pour la sélection des poussins si on veut des œufs, d'où les massacres en fait en batterie. La recherche vétérinaire et agronomique emploie des techniques invasives comme celle qui consiste à prélever. Ah oui, alors ça c'est horrible ça aussi. Le bol alimentaire a même les entrailles des animaux. Je ne sais pas si vous l'avez vu ça. J'en parle d'ailleurs. Cette pratique de fistulation ruminale introduit un hublot sur le flanc des vaches. Il y a des vaches sur lesquelles on a greffé un hublot pour pouvoir directement accéder au contenu de l'estomac. Ça existe, hein, les amis. Hein. C'est pas, voilà. Quand tu vois ça, moi je l'ai vu, enfin je ne l'ai pas vu encore une fois sur le terrain, mais j'ai vu des reportages, on m'a montré que c'était une pratique. Et c'est dur, hein. C'est vraiment dur. Le but, améliorer l'efficacité des rations qui leur sont distribuées pour augmenter leur productivité en lait et viande à moindre coût. Des poulets sont gavés par des aliments destinés à accélérer leur croissance musculaire en un minimum de temps. Donc toujours pareil, être le plus efficace, donc le moins de temps possible à l'élevage. Vite, ça arrive au poids max. Paf, on peut tuer et on peut vendre mieux, etc. Enfin, tout est vu dans une optique d'optimisation, ou le vivant, bien sûr. Là, on est dans la pratique extrême, mais cette pratique existe, c'est pour ça que j'en parlais. Donc voilà, bon, je prends des exemples sur les poids atteints, etc. Une poule qui peut pondre 300 œufs par an contre une vingtaine à l'état sauvage, par exemple. Naturellement, une poule, ça va pondre une vingtaine d'œufs par an. Et on peut monter à 300 avec ces pratiques-là, quoi. Sauf que la poule, faut voir dans quel état elle pond ses 300 œufs, quoi. Les vaches laitières produisent plus de 6700 litres de lait par an, soit 2 fois plus que dans les années 70. Ça, c'est marrant aussi quand on... Enfin, c'est marrant. Vous avez compris, hein. Quand on compare année après année, une même vache produit de plus en plus. Sauf que la vache, elle n'a pas génétiquement, naturellement changé pour produire ça. C'est l'homme qui fait preuve de zootechnie pour optimiser le rendement de la vache, quoi. Et donc là, on a une influence directe sur l'animal. Et donc, j'en fais le fil naturel sur aussi la souffrance de cet animal-là. Parce que la vache, on lui dit, vas-y, maintenant, tu vas produire 2 fois plus de lait.
À part penser et être certain que la vache ne ressent rien, c'est compliqué d'imaginer qu'elle ne va pas en souffrir un minimum, quoi. Ce qui représente donc 4 fois plus que les besoins d'un veau pour le lait qui lui est naturellement destiné. Il faut le rappeler, le lait d'une vache, c'est pas fait normalement pour que l'homme s'en nourrisse ou qu'une autre espèce s'en nourrisse. On le détourne, de base c'est quand même un concentré bourré de bonnes choses pour le veau, quoi. Le foie gras, bon ça voilà, je vais pas aller dans le détail parce que là, je cite pas mal de choses, mais le foie gras c'est quelque chose qu'on a peut-être plus souvent en tête, même si on n'est pas très au fait de ces questions. Gaver des canards et des oies entre 2 à 3 fois par jour par un tube pour que leur foie grossisse rapidement pour atteindre jusqu'à plus de 10 fois sa taille normale. Bon, je vous passe tout ça parce que là pour le coup on est plus sur du relais d'information. Très intéressant par ailleurs, mais pour le coup là je fais pas trop d'analyse là-dessus. Les oies et les canards destinés à la production de foie gras sont élevés pendant 11 à 14 semaines avant d'entrer dans la phase de gavage de 10 à 15 jours avant d'être abattus. Cette phase peut aller jusqu'à 20 jours pour les oies. Donc là, effectivement, difficile quand même d'être dans le déni et de se dire que les animaux ne souffrent pas dans cette période. Un massacre assumé, on peut l'appeler comme ça, hein, n'ayant d'autre fondement que la revendication d'une position hégémonique sur le marché international du foie gras, la tradition gastronomique, la fameuse tradition à la française, le foie gras de Noël, etc. Moi, je mange plus depuis des années. Depuis que j'ai compris, pareil, hein, ça, le gavage, c'est quand même très répandu encore, hein, en France notamment, mais voilà. Et mais oui, le foie gras, j'ai aucun problème à le dire. Le foie gras, c'est bon, j'en ai mangé beaucoup dans ma vie. C'est délicieux, c'est délicieux. Mais est-ce que ça vaut ce côté délicieux, ça? Est-ce que ça vaut les 20 jours de souffrance pour les oies, les 10 à 15 jours de gavage, 3 fois par jour avec un tube dans le gosier? À vous de voir. Mais moi, c'est vrai qu'à cette époque-là, je me suis dit, ouais, non, j'arrête. J'arrête parce que je comprends. Voilà. Toujours selon la même source du ministère, l'élevage pour la production du foie gras fait de surcroît appel au sexage, donc une pratique qui consiste à sélectionner à la naissance le sexe des animaux en fonction de leur utilité. Oui, je m'étais, on croit rêver, mais c'est pourtant la réalité. Donc à la naissance des canards mulards, un sexage est effectué. Ce sont des mâles qui sont retenus pour le gavage car leur foie est plus volumineux que celui des femelles. Les canettes sont alors soit éliminées, soit transférées. On a pas que ça à faire, quoi. Soit transférées dans les filières classiques de volailles de chair, où là, bien sûr, elles seront tuées pour le reste. C'est d'ailleurs ce qui est également courant pour les poussins mâles dans les élevages de poules pondeuses. Donc, effectivement, poules pondeuses, on veut que ça ponde. Poussins mâles, voilà. Pourtant, aujourd'hui, la législation européenne considère la pratique du gavage comme illégale. Bon, là, je vous cite les directives, blablabla. Bon, ça, c'est le problème des normes, des lois, des trucs, mais au final, en vrai... Qui connaît pas dans son entourage des gens pour qui un Noël sans foie gras, c'est pas Noël, quoi. Voilà, c'est... Donc, tant qu'il y a de la demande, après, c'est toujours pareil, hein, c'est ce qu'on se dit. On peut normer, on peut tout interdire. Moi, je fais partie de ceux qui pensent plutôt, vous l'avez compris, pas besoin des normes, des machins, en fait. C'est le consommateur, à un moment donné, qui valide ou pas. Si les gens se disent, mais par eux-mêmes, hein, prennent conscience de ces souffrances-là et se disent, moi, j'ai plus envie de manger ça, bah, le producteur de foie gras va pas trouver ses clients. Et donc, alors oui, on peut se dire, oui, mondialisation, il va exporter, machin, oui, d'accord, mais bon, là, pour moi, il n'y a pas de frontière à ça, en fait. Je suis pas en train de dire qu'en France, dans ma région, dans mon machin. Et donc, à un moment donné, bah, baisse de la demande, moins d'offres, et puis on fait autre chose, voilà. Mais tant que les gens diront, ouais, moi, un Noël sans foie gras, c'est pas Noël, quoi. Bah, ça continuera, ça. Et ça, bah, c'est à chacun d'être aligné. Moi, je reviens sur la distance cognitive dont je parlais sur la vidéo précédente, hein, cette partie-là. Tu peux être aligné avec ça. C'est bon, et puis j'assume gaver des oies et tout ça, ça me fait ni chaud ni froid, je m'en fous. Ok. Par contre, si effectivement ça te choque et tu te dis, ouais, quand même, ça me soulève un peu, continuer quand même à en manger. Après, je pense que ça, c'est marrant parce que je pense que ça peut pas être compatible. Je pense que si vraiment ça te fait quelque chose, moi c'est ce qui s'est passé pendant quelques temps. J'ai eu des propositions, j'ai peut-être été confronté au fait de pouvoir en manger et tout. Et t'as ce moment où tu te poses la question parce que maintenant que tu sais, tu te dis, ouais, en fait, tu vas mal le vivre. Et puis à un moment donné, pour arrêter le fait de mal le vivre, bah, tu arrêtes tout simplement. Et là, d'un coup, tu te dis, bah ouais, là c'est bon. Je mange pas d'un truc dont j'ai pas envie de manger, point barre, quoi. Bon, ça s'applique à tout. Là, je prends ces exemples-là, mais en réalité, pour n'importe quoi que vous ingérez, si vous n'avez pas envie de cautionner la chaîne en amont de cette ingestion-là, bah, il tient qu'à vous de pas le consommer tout court, en fait. Voilà. À partir du moment où, en plus, où c'est pas un aliment vital pour vous,
Bon, bah, c'est à chacun de voir. Donc voilà, donc c'est ce que je disais, tu vois, je parlais des choix de consommation qui peuvent ne plus être complices d'une industrie mortifère dès l'instant où nous le décidons, ou ça c'est à chacun effectivement. Vous n'y couperez pas, préférence bio, élevage en plein air, locavorisme, flexitarisme, de nouveaux concepts marketing. Donc là, je parlais de ça effectivement, et alors là, c'est encore le cas aujourd'hui. Les étiquettes, les trucs, c'est le fameux, ouais mais c'est pas pareil. C'est-à-dire que là tu manges, là c'est de la bonne viande, là c'est de la bonne. Ok, bon, le truc a souffert et tout, mais c'est de la bonne, c'est pas pareil, tu vois. Et après, voilà, locavorisme, flexitarisme. Alors le bio, c'est du label. Après, il y a plein de trucs différents, mais on vous crée un enfumage. Alors c'est des synergies. Hein, c'est pas un acteur précis qui décide de tout ça, mais chacun trouve son compte à redorer un peu à enrober un petit peu son offre. Parce que prise de conscience aidant dans les sociétés en moyenne, globalement, bah, t'as pas envie de perdre ton business quand t'es dans l'agroalimentaire. Donc même si ça te plaise ou pas, tu vas revoir ton packaging pour continuer à séduire le consommateur. Et là j'en parlais un peu. Donc on segmente les consommateurs en réaction aux révélations liées aux pratiques cruelles de l'élevage. C'est vrai qu'il y a eu des révélations, j'ai plus en tête, mais il y a quand même eu des choses qui sont arrivées quand même à audience mainstream sur ces questions, et qui ont pu faire un petit peu, qui ont pu piquer un peu les gens sur ces questions, alors qu'avant, voilà, ils n'en avaient pas conscience. Donc c'est effectivement Paul McCartney qui avait dit dans une citation célèbre: si les abattoirs avaient des vitres, tout le monde serait végétarien. Intéressant à méditer. Sous couvert d'un discours affichant de belles intentions, donc l'éleveur aime ses animaux et fait tout son possible pour assurer le bien-être de son cheptel, les professionnels de l'élevage se sont saisis de l'occasion pour remettre au goût du jour un welfarisme habile, une communication qui permet de réinvisibiliser la problématique de la mise à mort massive d'animaux tout en donnant bonne conscience aux consommateurs. Donc là, ce que je vous dis, c'est on habille, on fait des beaux packaging, on montre toujours l'éleveur qui est avec sa vache, voilà. Et là, attention les amis, je vous dis ça, j'ai rien contre les éleveurs. J'ai même tendance aujourd'hui à les soutenir, ceux qui sont vraiment... En fait, je soutiens vraiment, plus naturellement, et dans ce que je dis, celui qui va essayer de s'en sortir, de faire vivre sa famille sur ses terres, de façon locale, de l'ordre d'une tradition générationnelle, en se mettant comme limite justement cette industrie qui massifie l'horreur en fait, et ne voulant pas y rentrer, essaie de survivre à son échelle avec les petites aides qu'il a à gauche, à droite, les contraintes et les normes qui lui tapent sur la gueule en permanence. Bah, ces personnes-là ont tout mon soutien. Même si, potentiellement, je ne me nourris pas de ce qu'ils produisent. Aujourd'hui, je ne mange plus un certain nombre d'aliments, notamment de viande. Mais c'est pas pour autant, ne consommant pas leurs aliments, que je vais vouloir absolument qu'ils croulent sous les normes, qu'ils soient interdits de cultiver, d'élever, etc. Je pense qu'à l'époque, la continuité de ce que je disais, j'étais quand même un peu plus versé là-dedans, en mode oui, j'ai déjà ça en tête, mais en même temps, s'ils sont dans la merde, je dirais pas que ça me dérange pas plus que ça, mais j'ai l'impression, peut-être que je projette, hein, à l'époque je pensais peut-être pas ça, mais j'ai l'impression que ça me dérangeait moins quand même. Aujourd'hui, j'ai plus conscience de la souffrance de façon générale, et je fais pas de hiérarchie. Voilà, tout simplement. Donc voilà, le welfarisme, donc ça c'est le bien-être, c'est l'approche consistant à soutenir l'amélioration des conditions d'exploitation sans remettre en question la dite exploitation. Donc c'est le terme marketing c'est le business du bien-être quoi. C'est en gros, vous voyez le truc, c'est comme les gens sont plus sensibles et ils voient maintenant un peu mieux ce qui se passe. Comment on camoufle davantage? C'est une façon de nudger un peu le cerveau. C'est du marketing pour ouais, mais voyez quand même, la vache, elle a été heureuse avant. Ok, il y a les poussins, les machins, massacre et tout, sexage et tout, mais finalement, regardez, la poule, elle a quand même quelques mètres pour se déplacer dans sa cage, quoi. Vous voyez, c'est que des trucs comme ça, et c'est après les mentions qu'on a sur les packaging, hein, les produits, les briques de lait, etc., où vous avez toujours la famille heureuse, et voilà. Et puis, le welfarisme, c'est vraiment orienté sur le bien-être, quoi. L'animal, finalement, ça va, il souffre pas, quoi. Il finit à l'abattoir, tu vois, on le décapite ou on le coupe, je sais pas quoi, mais par contre, ça va, il souffre pas, quoi. Ok. Le fameux abattage sans douleur, voilà, c'était ça. Bon, je passe en détail, parce qu'après, je vais un peu loin là-dedans, mais... après, il y a toute l'industrie, j'en parlais, du substitut de viande. Alors ça, c'est pareil, là, d'un coup, paf, c'est parti. Un pan, là, c'est, j'allais dire, la poule aux œufs d'or. Les startups de la food tech et les producteurs de viande synthétique ne s'y trompent pas et investissent un nouveau marché en croissance, parce que forcément,
quand vous rejetez certains aliments liés à cette souffrance-là, bah, vous tombez, et j'ai pu en être client à un moment donné, vous me proposez quoi du coup? Et là, tu pars dans des trucs qui sont limite pires, et souvent pires d'ailleurs. Pas forcément dans ce qui est prouvé aujourd'hui, mais dans l'inconnu qui n'est pas mesurable par le consommateur. Vous allez absorber une viande synthétique. Faites-vous votre propre opinion et propre jugement là-dessus. Faites vos recherches, mais est-ce que c'est mieux? Certes, il n'y a peut-être pas la souffrance de la vache en amont. Qu'est-ce que vous ingérez vraiment? Voilà. Les cellules qui ont été développées en laboratoire, c'est quoi vraiment que vous ingérez? Est-ce que c'est mieux pour votre santé? Il faut réfléchir à tout ça. Et le problème, c'est que si vous rejetez que par émotion le côté je veux pas que les animaux souffrent, donc je mange plus de ça, et ok, je mange ce qu'on me donne, l'industrie s'engouffre, et l'industrie va vous filer des trucs bien marketés, bien jolis, pas de souffrance et tout, mais vous allez manger du carton, quoi. Alors, à voir. Mais j'entrevoyais à ce moment-là ce petit côté, ok, attention, déjà, vous voyez, là, il y a une notion de nuance, c'est tu rejettes un truc d'un côté, attention à pas partir dans l'extrême inverse, parce que ça va dans les deux sens, quoi. Le problème majeur avec cette approche est qu'une nouvelle industrie polluante se développe à vitesse grand V. Oui, il y a ça, bien sûr. J'y reviendrai, parce que plus tard, je reparle de la question du climat au-delà de ça, et des impacts de cette industrie-là. Mais forcément, la food tech, la viande synthétique et tout, ça demande des usines, ça pollue, enfin... C'est... vous déplacez le curseur, mais en fait, vous ne résolvez rien dans l'absolu. Et le consommateur est conforté dans son rapport dissonant à la réalité. Effectivement. C'est-à-dire que plutôt que de se dire « je mange plus certains trucs, donc je réadapte mon alimentation, je cuisine différemment et tout », c'est « je substitue ». Il y avait viande normale, je remplace par viande synthétique. C'est 1 pour 1, quoi. Vous voyez, vous remplacez. Et donc vous êtes entretenu dans une sorte de confort de, entre guillemets, je ne fais pas d'effort pour m'adapter, pour adapter. Ce que implique le fait à un moment donné de ne plus manger certaines choses. Eh oui. Parce que c'est avoir conscience aussi de ce que ça implique pour sa santé, dans ses préparations, etc. Et on est dans cette société où plus on vous simplifie la vie, plus vous êtes client, parce que vous êtes déjà conditionné par ça, on vous a habitué à ça. Donc forcément, si à la place d'une viande, on te file une viande synthétique, c'est pas compliqué. Bon, tu vas payer plus cher par contre, ça c'est encore autre chose, mais voilà. Donc ne pas être dupe de ces mécanismes. Donc c'est surtout ça que j'essaie de décrire ici. La recherche de profil emporte une fois de plus sur la prise de conscience, blablabla. D'autant plus que la plupart des gens adoptant par choix une alimentation à dominante végétale découvrent une nouvelle façon de consommer, c'est ce que je vous disais, prennent du plaisir à cuisiner des aliments frais et sains, s'intéressent de près à leur santé et ne souhaitent pas s'acharner sur de la malbouffe et ces substituts ultra transformés, comme c'est souvent le cas en général de ce genre de choses qui sont dénutries, donc pauvres en nutriments, en vitamines, en tout ce que vous voulez. C'est juste des ersatz de l'aliment dont vous passez au départ, quoi. Des pâles copies. Cette idée, selon laquelle les véganes seraient des accros frustrés à la chair et formeraient la principale demande en viande de synthèse, est une fable mise en avant par les industriels de la viande pour tenter de décrédibiliser la tendance à un éveil profond de consommateurs. Alors ça, je sais pas, je serais aussi affirmatif aujourd'hui, parce que je connais strictement pas. Alors aujourd'hui, je me définis pas comme végane, je me définis pas tout court. Enfin si, je suis un être humain qui s'alimente comme il le peut, comme il le souhaite. De là à dire que la majorité des véganes aujourd'hui recuisinent, mangent pas de trucs ultra transformés et tout, j'en mettrai pas ma main au feu, parce que en 2025, quand tu vois les comportements globaux ou même individuels par rapport à ces questions-là, tu vois qu'il y a quand même l'industrie de la transformation a de beaux jours devant elle. Se porte pas trop mal. La malbouffe aussi, quand on dit malbouffe, c'est plus fast-food dans l'esprit. Pas sûr que les gens cuisinent mieux, qu'ils soient véganes ou pas, entre guillemets, qu'ils se définissent ainsi ou pas. Donc je pense qu'au contraire, le côté... voilà, toute cette industrie un peu comme ça de la food tech alternative et industrielle, ça va, quoi. Ça va. Là, à l'époque, j'avais tendance à prendre le parti pris de dire non, mais en fait, les véganes ne sont pas comme ça. Parce que moi-même, en fait, je me parlais à moi, mais je sais pas. Moi, j'aurais pas fait ça. Moi, je me jette pas sur l'alternative non végé parce que c'est simple. Mais est-ce que je suis représentatif? Je sais pas. Donc la solution végétale, l'acte de tuer l'être sensible, s'additionne le constat que l'homme a une alternative viable à sa disposition. Donc c'est ça surtout que je disais, c'est que si t'as pas d'alternative en face et que tu te dis ok, j'arrête de manger tel truc,
ça peut être compliqué d'un point de vue santé parce que tu vas avoir des carences, etc. Mais si tu as l'alternative, en tout cas, cette question-là ne se pose pas. C'est souvent un argument qu'on oppose. Alors, il y a des choses, là j'en parlais, il y a quand même des carences potentielles, il y a des risques de carences, et puis ça, j'apprendrai plus tard que ça dépend aussi des organismes. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous égaux, il y a des choses qu'on va plus ou moins bien digérer, plus ou moins tolérer, et ça dépend vraiment des gens. Je pense aux légumineuses, il y a des légumineuses qui se digèrent très bien. Pour les gens qui ont un intestin un peu sensible ou quoi, ça va passer plus difficilement, et en manger plus régulièrement, en plus grande quantité. Donc, encore une fois, nuance. La vie, c'est pas tout noir ou tout blanc, c'est pas un camp ou l'autre. C'est adaptation, apprentissage, et on évolue en permanence. Donc là, je prenais des exemples, voilà, les légumineuses, le tofu, etc. Je parlais de la vitamine B12 qui est indispensable, qui doit être prise en supplément si tu es vraiment végétalien, c'est-à-dire que tu manges plus de ce qui est produit par l'animal, tu vas être vite carencé en B12. Ça, c'est aussi parce que tu ne manges plus d'œufs dans ce genre d'alimentation. Moi, aujourd'hui, je mange des œufs tous les jours, typiquement. Ça fait partie d'un des super aliments que j'ai réintégré. J'en mangeais déjà avant, mais on va dire que je pense que j'en mange plus encore aujourd'hui. À toutes les sauces, enfin, c'est extraordinaire les œufs, quoi. Mais à l'époque, j'ai eu une phase où j'en mangeais même plus. Et si vraiment vous passez par cette phase-là, c'est vrai que là, faut faire attention quand même. Il y a quelques éléments qui sont vraiment... vous pouvez être carencé. La B12, vous pouvez pas y couper. C'est une des vitamines sans laquelle, létale, quoi. Vous en avez absolument besoin. Et il vous faut vous supplémenter. Donc là déjà, quand on arrive à ça, à se dire ok, tout sauf la B12 où il faut se supplémenter, ça déjà, ça avait semé une petite graine chez moi en mode ouais, mais du coup, besoin de supplémenter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, tu vas remplacer, si tu fais pas l'effort en plus d'adapter ta cuisine, ça tient à chacun, hein, mais ça veut dire que tu remplaces par des trucs qui sont plus transformés, donc potentiellement moins bons pour ta santé. Et en plus de ça, tu dois intégrer des compléments. Alors tu peux en trouver qui sont pas trop dégueulasses, bien sûr, en enveloppe, en additif et tout. Mais ça veut dire quand même que je dois me supplémenter. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre quand même dans la façon de consommer qui change très profondément. C'est pas juste je change un aliment par un autre, quoi. Ça, je l'ai fait pendant un temps, mais c'est vrai que ça me posait un problème. Au regard des connaissances scientifiques, bon là j'en parle en détail. Alors la mort et les sévices par tradition, bien sûr, il y a tout ce pan-là aussi qui me faisait réagir à l'époque. Tuer ou mutiler des animaux pour le plaisir en pratiquant la chasse, la pêche, la corrida. Je ne parle pas de la chasse et de la pêche pour se nourrir par nécessité, bien sûr. Je parle de la chasse et de la pêche récréative. La corrida, bon, n'en parlons pas, là c'est purement de la récréativité par tradition. À entendre les fervents défenseurs de ces activités, l'argument de la tradition justifierait la pratique. Il n'y a que ça d'ailleurs, souvent. Ceux qui animent, exercent ou participent à ces actes barbares semblent ne pas mesurer qu'ils infligent à d'autres êtres vivants une souffrance uniquement parce qu'ils en ont le pouvoir et qu'ils en ressentent du plaisir. Et ça, c'est vrai que j'y pense, la pêche, je pense souvent à la pêche parce que à cette époque-là, j'y pensais pas trop, je l'ai cité, et je me suis dit, ben oui. Et j'ai connu des pêcheurs et j'ai vu des gens pêcher, et c'est vrai que tu n'as pas cette conscience-là du fait que tu tortures l'animal, en fait. C'est factuel. À partir du moment où tu sais scientifiquement que le poisson ressent, il peut même être triste et en dépression, d'après certaines études, mais il va ressentir la souffrance et tout. Jouer à le choper, alors certes, la plupart des pêcheurs vont te dire ouais, mais de toute façon, moi je le mange pas, je le relâche. Ouais, tu lui as quand même planté un hameçon dans la mâchoire. Si tu es... Alors, il y a deux choses. Soit tu te dis le poisson est une chose. C'est un truc qui bouge, ça m'amuse, c'est une chose. Je m'amuse avec, quoi. Bon, la plupart des gens, ça va être ça. Pas de conscience de ce que l'animal ressent. Pas d'empathie par rapport à ça. Je comprends que si tu pêches comme ça, effectivement, j'ai beau te dire, ouais, mais l'animal souffre et tout, tu t'en fous. Parce que toi, tu le ressens pas. Si par contre, à un moment donné, par des recherches ou quoi, mais tu sais que le poisson souffre, ou des observations, tu vois que le poisson, c'est un être vivant qui souffre, soit tu pêches vraiment pour t'en nourrir parce que t'en as besoin. C'est-à-dire que tu te dis... Moi, je veux dire, j'aurais aucun problème à pêcher si je suis reculé dans une montagne et que j'ai pas d'autres moyens de subsistance. Il faut absolument que je me chope un truc pour bouffer avant le soir ou avant le souper. Et je me dis, j'ai rien à manger, j'ai faim, j'ai une canne à pêche, je peux pêcher du poisson, j'y vais, quoi. Et j'ai aucun problème à le faire. Et je trouve ça totalement sain. Il y a une nécessité naturelle de survivre. Mais la pêche récréative du dimanche, où tu vas juste discuter avec tes potes, avec des canettes de bière au bord du ruisseau, et où t'accroches des poissons, ah t'as vu celui-là, machin et tout. Tu le relâches après, et t'as pas l'impression de... Enfin, tu vois, ça c'est un truc que je pourrais pas faire. Je parle pour moi encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Et moi c'est un truc, à partir du moment où je comprends que je m'amuserai avec la souffrance d'un animal, en fait,
Même pour mon plaisir, qu'est-ce qui t'empêche de discuter avec tes potes au bord de l'eau sans forcément avoir une canne et pêcher du poisson, quoi, tu vois? Pourquoi t'as besoin de faire ça, en fait? Sauf si t'as besoin de nourrir ta famille, là, pas de souci. Tu vois, c'est ce truc-là, en fait. C'est ce rapport à... Donc là, j'en parlais, parce que je mets des mots forts, comme tuer et mutiler, mais en fait, pour moi, c'est le terme. Le poisson que t'as accroché, là, à la gorge, il est mutilé. Voilà. Et tu le fais pour ton plaisir. Et ça, c'est pas un truc naturel absolu, dans le sens où t'en as pas besoin, quoi. Enfin, en tout cas, pas tout le temps. La chasse, bon, j'en parle aussi, bien sûr. Même rapport, je vous ai parlé de la pêche, mais en fait, ça peut s'adapter à la chasse. C'est toute chasse qui est introduite, où il y a un élevage qui est fait exprès pour de la chasse de loisirs, etc. Ouais, c'est vrai que moi, à l'époque, ça me choquait. Même aujourd'hui, hein, là, pour le coup, j'ai pas trop changé là-dessus. Je trouve que c'est pas des choses que je trouve nécessaires. Voilà. Après, qu'il y en ait qui y éprouvent leur plaisir parce qu'encore une fois, autour de ça, il y a des phénomènes sociaux. Et c'est peut-être ça que je rajouterais aujourd'hui, que je minorais à l'époque. Je pensais plus au plaisir égoïste du mec qui pêche, du mec qui chasse. Mais comme je vous l'ai dit d'ailleurs spontanément en prenant l'exemple des pêcheurs, tu te retrouves avec des potes. C'est plus ce phénomène-là de groupe autour de laquelle se cristallise l'activité, qui n'est qu'un prétexte pour le phénomène de groupe, qui lui est nécessaire dans le cadre de ta survie. Le besoin de se connecter, d'échanger, de partager avec des semblables, que ce soit à la pêche ou à la chasse, est, je pense, supérieur dans nos besoins fondamentaux à l'acte qu'on fait en groupe, en fait. Le fait de chasser, de pêcher, etc. C'est une conviction personnelle, petite expérience que j'ai par rapport à ces questions, qui vaut ce qu'elle vaut, mais je pense que, tu vois, si, en gros, ces pêcheurs-là, ces chasseurs, à un moment donné, s'ils trouvent une autre façon d'être ensemble, où ils prennent autant de plaisir, sans torturer l'animal, en ayant conscience ou pas, ils le feront, et ça va pas changer le fait que ça va être des gens bien ou des gens mauvais, quoi. Il y a un besoin fondamental. Le seul truc, c'est que la pêche, quand c'est transmis par exemple par ta famille, par ta culture ou quoi, tu le vois pas comme la corrida, c'est pareil, c'est transmis de génération en génération. Les gens qui aiment ce spectacle-là, bah forcément, vous avez compris mon positionnement, ils y voient pas ce que toi t'y vois. Eux, ils y voient plus le lien familial, la transmission, la tradition, le modèle des parents, peut-être du père, etc., du grand-père. Et donc, ces gens-là sont pas des gens mauvais, en fait. Mais à l'époque, moi, j'étais plus dans un prisme très... tu pêches, tu tortures, c'est mal, quoi. Donc il faut interdire. Alors, je suis pas allé jusque-là, là, j'observais juste, je chiffrais. Mais c'est ce genre de choses que j'aurais pu dire si j'avais basculé sur le côté fanatisme militant sur ces questions. En occultant complètement cette dimension sociale nécessaire pour les gens qui pratiquent ce genre d'activité. Après, je vous dis ça, pêche, chasse, corrida, moi je fais pas et je ferai pas. Ça m'intéresse pas pour les raisons que je vous évoquais. Mais parce que probablement aussi, je ne suis pas biaisé par une culture et un formatage dans mon éducation ou dans ma famille qui m'ont porté vers ces activités-là. Sinon, peut-être que je vous en parlerai différemment. Voilà. Bon, la pêche, je passe aussi, parce que là, je parle aussi de la pêche récréative, sportive, à l'échelle industrielle aussi, etc. Et enfin, bon, je terminais sur, je crois que c'est la fin. Non, c'est pas la fin. La captivité pour le loisir touristique, donc zoo, parc naturel, aquarium, donc ça forcément, le fait d'enfermer des animaux, de les voir en cage, pour le plaisir, surtout dans des zones où on reproduit un habitat naturel, mais qui n'est pas leur habitat naturel, juste parce que c'est du business. On est dans le business du zoo, du parc animalier, du machin. C'est pareil, hein, ça c'est des choses qui m'ont bien choqué à l'époque. Et je précisais d'ailleurs que je ne parle pas des parcs ou zones protégées où l'homme intervient uniquement pour réintroduire, réhabiliter une espèce qui est en voie d'extinction, avec cette conscience de l'écosystème, etc. Là, je parle juste du truc récréatif, quoi. Le zoo, on a tous connu, j'y suis allé quand j'étais gosse. D'ailleurs, c'est marrant parce que quand j'étais gosse, ça me posait déjà un souci. Avant même que toutes ces questions m'arrivent, je trouvais ça bizarre d'aller voir des animaux en cage. Et je le faisais parce que mes parents m'y amenaient, puis parce que c'était comme ça, ça se faisait tout. Je questionnais pas plus le phénomène. Mais au fond de moi, il y avait un petit gêne, un petit questionnement déjà qui, je pense, il y a peut-être des graines qui sont arrivées à ce moment-là. Le zoo blues, donc ça, bon, j'en parle comme s'il fallait apporter un argument supplémentaire, mais sur le fait que les animaux tombent en dépression dans ces conditions-là. Donc, avec des exemples, notamment, je crois, au Marineland d'Antibes, et avec des témoignages et quelques exemples intéressants de mammifères qui se laissaient mourir, etc. Enfin, des trucs assez poignants. Marchandisation des animaux vivants, donc
on en vient à ça, quelque chose qui est pourtant communément réparti dans nos sociétés, hein, la vente d'animaux. Élever et vendre. Donc je pense par exemple, vous allez, je vais pas citer, mais certaines animaleries, vous voyez en cage des petits poissons, des petits lapins, des petits hamsters. Oh, comme c'est mignon, vous pouvez les acheter, ils ont un prix. Vous les achetez, vous les ramenez chez vous comme des peluches. Puis bon, je parle aussi du phénomène, bien sûr, d'aller en élevage acheter ces animaux qui ont été uniquement élevés pour être vendus. Aujourd'hui, je pense que je fais partie... Enfin, moi, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Je me vois pas aller acheter déjà un animal dans un élevage. Pour moi, ce serait pas possible. En revanche, je pourrais en adopter un si, typiquement, j'allais le chercher plus en SPA ou dans ce genre de structure qui recueille des animaux abandonnés parce que l'animal, il a rien demandé à personne. Il est là, qu'il ait été élevé ou pas, en fait. Il a juste été abandonné, il a souffert. Toi, tu l'aides, tu l'accompagnes dans une partie de sa vie. C'est un compagnon, il y a un échange, il y a un mutualisme qui peut s'installer. Là, on est dans quelque chose d'intéressant qui respecte profondément l'animal. Et après, il y a quand même cette condition de dans quel écosystème je l'amène. Je ne sais pas si j'allais jusque-là, parce que là, je parlais vraiment du fait de vendre. Et du dressage. Qui est pour moi quelque chose d'assez extrême à ce niveau-là. Oui, alors j'en parlais à la fin. L'égoïsme des propriétaires de ces animaux, voilà. Avant de les accueillir sous leur toit, si peu s'interrogent sur les conditions de vie qu'ils vont offrir à leur nouvelle acquisition. Oui, parce que c'est une acquisition. On achète le petit animal, le petit caniche, le petit chien, le petit labrador pour l'enfant parce que c'est trop mignon, ça va être le relais de sa nouvelle peluche. Par contre, on en oublie que ça reste des animaux et ces animaux-là, ils ont besoin d'espace pour s'épanouir, pour vivre, pour survivre et tout. On les cloisonne, on les conditionne. Et l'exemple que j'ai souvent en tête, c'est le chien typiquement en appartement ou le chat en appartement. J'en parle ici avec d'autres mots, mais voilà, le fait d'avoir une maison plus ou moins grande avec un jardin, etc. On sait que, enfin, de l'époque, c'était ça qui me faisait réagir, c'est quand tu observes les gens autour de toi, tu te rends compte que c'est pas dans leur considération de penser à l'animal. Ils pensent d'abord à eux, à leur plaisir égoïste de c'est mignon, machin. Ouais. Et l'animal, lui, mignon ou pas, c'est le regard que tu as sur lui. Lui, comment il va ressentir les choses, comment il va vivre. Ça, c'est inexistant chez la plupart des gens qui vont acheter en élevage, en tout cas, un animal, quoi. Et le dressage, donc pour conclure le chapitre, on va s'arrêter là-dessus. La vidéo sera un peu plus longue que d'habitude, mais là, c'était la grosse partie du bouquin. J'aimerais vous parler du dressage. Donc on trouve généralement une continuité entre les élevages canins et la volonté de remporter des concours. Alors ça, j'en ai vécu, des amis. Quand j'étais en Dordogne, quand j'étais plus petit, j'avais visité des salons, on est allé, il me semble même que c'était en famille, on y était allé, il me semble, je me trompe peut-être, mais que c'était dans ces salons-là qu'on cherchait même la race de notre futur chien, quoi. C'était un petit peu le délire à l'époque. C'est inconcevable pour moi aujourd'hui de faire ça, je vous le dis, c'est inconcevable. C'est choisir ton animal de compagnie sur catalogue, quoi. Il n'y a rien de plus éloigné de mon positionnement sur ces questions aujourd'hui. C'est assez drôle. Enfin, c'est drôle quand je y pense. En même temps, je me dis, waouh, c'était tout un monde, quoi. Parce qu'il y a le monde des gens qui viennent sur catalogue choisir leur animal. C'est un écosystème extraordinairement intéressant. Mais tu as aussi tout le monde des professionnels, des dresseurs, qui dressent leurs animaux, qui les peignent, qui les machins, de salon en salon. C'est extraordinaire aussi, ça. Socialement, ça en dit long. Voilà. Bon, je vous passe le... Qu'est-ce que je disais là-dessus ? Ah oui, l'humain va plus loin dans l'expression de sa médiocrité. Donc là, j'y allais avec des mots forts quand même. Mais par contre, j'allais pas trop loin, mais je pense que ça révèle de beaucoup de biais chez les gens qui participent à ce genre d'écosystème. Encore une fois, et eux, parler à un éleveur, l'éleveur, il va pas vous dire je sais que c'est mal ce que je fais, machin et tout, mais je le fais quand même. Non. Pour lui, c'est un métier, il y a un savoir-faire. Vous voyez ? Donc on est tous le biaisé de l'autre, en fait. C'est ça aussi, aujourd'hui. C'est pour ça que je pourrais même plus parler tel que je pourrais même plus présenter structuré violence telle que je l'ai structurée. Ça n'aurait plus de sens pour moi aujourd'hui. Mais les faits rapportés, par contre, vous voyez, j'ai pas été en désaccord spécialement avec l'un d'eux. Ça existe toujours, ça dit des choses de l'humain, mais j'en dirais peut-être plus les mêmes choses. Soit je nuancerais certains propos, soit effectivement, j'irais peut-être plus loin, essayer de comprendre les biais qui animent des gens qui participent à telle activité, telle autre, telle façon, tel prisme de voir tel et tel phénomène, en me disant ça dit ça de cette personne, ou en tout cas ça semble dire, parce que
ça te dit ça, ça veut dire que tu as compris toi l'équation, mais ça semble dire un truc plutôt qu'un autre. Et c'est plus ce truc-là que j'aurais envie d'essayer de comprendre, plutôt que de me dire cette personne elle fait ça, donc c'est bien, c'est mal, quoi. À l'époque, j'étais un peu juste à ce niveau-là, vous voyez, je sortais un peu la tête de l'eau, mais j'étais encore à ce niveau de il y a des trucs bien, des trucs mal, et un peu dans tous les sujets, quoi. Donc le chien le plus beau, le plus proche de son standard de race, dressé, répondra à l'œil de son maître, suivra les consignes imposées sans faire un pas de travers. Alors ça, c'est horrible. Quand vous faites tourner les animaux là dans un espèce de cirque, il faut qu'ils soient bien droits, bien au pas, etc. J'ai vécu ça, j'ai vu ça, les amis. C'est voilà. Ça se passe 2 mots. Autant de critères, alors comment je qualifiais ça à l'époque? Autant de critères ridicules et indécents qui entretiennent la passion d'individus prêts à tout pour gagner une coupe et augmenter la notoriété de leur élevage. Ah oui, c'est ça, c'est qu'il y avait des enjeux aussi. C'est que l'élevage des gens qui présentaient dans ces concours de dressage-là gagnait plus ou moins, alors j'ai pas les termes, mais ça doit être un peu comme vous savez en cuisine ou quoi, on gagne des récompenses, des étoiles, etc. Et donc ça augmente la notoriété, donc ça permet aussi forcément qu'il y ait plus de gens qui s'y intéressent, qui viennent acheter les animaux, etc. Et je finissais avec cette question, est-ce là le modèle de cohabitation avec le vivant que nous souhaitons voir perdurer? Eh bien non Alex, mais tu n'y es pour rien, tu vas pas décider du modèle de cohabitation toi-même, donc tu peux te poser la question, mais c'est une question qui est un non-sens. Voilà, donc le monde fonctionne tel qu'il fonctionne, tu peux l'observer, l'analyser, toi positionne-toi, fais ce que tu as envie de faire par rapport à ça, mais c'est tout, tu peux pas faire autre chose, tu peux pas vouloir changer le monde. Qui es-tu pour vouloir changer le monde? Je m'arrête sur cette petite question rhétorique, les amis. J'espère que cet épisode vous a plu. Oula, on a presque fait 1 heure. Ce sera, je pense, le plus long de toute la série. N'hésitez pas à commenter, en tout cas, à me dire si ça vous fait réagir, tout ce que je vous ai dit, parce que là, j'ai quand même passé beaucoup de sujets, donc peut-être que vous avez aussi un avis sur ces questions, une appréciation, une lecture peut-être un peu différente. Si vous voulez compléter, d'ailleurs, ce sera avec plaisir aussi, peut-être les chiffres que j'ai cités. Si vous avez vous-même, si vous faites des recherches dans ces questions-là, ou si vous avez des repères différents. Le petit pouce en l'air, l'abonnement, ça me soutient. Je vous remercie d'avance parce que, voilà, pas de financement sur cette chaîne, on est vraiment... Voilà, c'est grâce à vous finalement que je vais avoir un petit peu plus de visibilité sur les algorithmes, les réseaux et Google. Donc voilà, soutenez-moi si ça vous a fait plaisir, si vous avez trouvé des choses intéressantes. Je vous fais des bises, je vous dis à la prochaine pour la suite de cette redécouverte de violence. Ciao.